bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bonjour et bienvenue sur Obstrad Archery, c'est Romain Gardeur et aujourd'hui vidéo très spéciale parce que je vais interviewer Charlotte Pierce qui est à côté de moi. Salut! Donc Charlotte, une de mes élèves en premier temps, que je coach depuis très longtemps, ou je coachais je peux dire, parce que maintenant que je suis parti de la région, je suis plus trop son coach, mais bon, j'ai déserté, voilà, je vous avoue tout. Mais du coup, on n'est pas là pour parler de moi, on n'est pas là pour parler de longbow, parce que Charlotte ne tire pas au longbow, elle tire au berbeau. Elle a tiré en arc-chasse et elle va nous parler un petit peu de ce qu'elle aime dans le tir à l'arc, de ce qu'est le tir à l'arc pour elle, de sa philosophie, de son mode de vie, d'elle tout simplement. Charlotte, déjà, Ouais. je te laisse te présenter en quelques mots Ok. pour que les gens te connaissent un petit peu mieux. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans et j'ai commencé le tir à l'arc en 2016. Je le connaissais pas en tant que sport et je l'ai découvert en regardant le film Katniss Everdeen, enfin Hunger Games, et en regardant Rebelle. Et je me suis dit, pourquoi pas, essayons, et depuis je suis tombée amoureuse de cette discipline-là. Et sinon, je suis vidéaste. Ok, et du coup, tu as commencé donc, le tir à l'arc comment? Donc tu l'as dit avec le cinéma au final, Ouais. mais quelle a été ta première approche du tir à l'arc du coup en club? J'ai commencé à Montgiscard et j'avais commencé avec un arc de débutant, donc on commençait comme ça. J'avais commencé avec ma soeur et mon père et on aimait bien le parcours parce qu'on était toujours dehors, ça nous faisait prendre l'air. À ce moment-là, j'étais dans mes études. Et ensuite, je suis passée au barbeau et j'ai toujours aimé la compétition, chercher du challenge, ça donne de l'envie, etc. Et donc j'avais commencé comme ça, et la première année, c'était ma première année en compétition en barbeau, et je me rappelle que j'avais trouvé ça nul, enfin j'avais trouvé ça très ennuyant, pas particulièrement intéressant, et le premier championnat de France, j'avais fini 3e, mais j'avais très mal tiré, j'avais été très déçue, et je me suis dit, ce sport n'est pas fait pour moi, je vais faire un autre sport. Et c'est l'un de mes entraîneurs qui se trouve à Montgiscard, Alain Bossard, qui m'a donné sa vision à lui du tir à l'arc et qui m'a expliqué que le tir à l'arc était avant tout une grande famille. Et je me suis dit, waouh, attends, ça fait que 2 ans que je fais du tir à l'arc, s'il me considère déjà comme une famille, en sachant que j'avais fait beaucoup de sport et que j'avais jamais entendu ça, je me suis dit, c'est que j'ai pas compris quelque chose et il faut que je donne une chance à ce sport et que j'essaye de comprendre cette philosophie. Et donc je me suis mis en arc-chasse parce que c'était l'arme qui me plaisait à ce moment-là, ça me rappelait des personnages féminines du cinéma que j'avais vus, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite j'ai fait 2 championnats de France en arc-chasse, et depuis je suis tombée complètement amoureuse, et depuis j'essaye de continuer à comprendre ce que justement Alain m'a dit, justement cette fameuse soirée après ce championnat de France, et et plus je passe du temps dans le tir à l'arc et plus je me rends compte que il avait absolument raison. Du coup, parle-nous un petit peu de cet arc-chasse, les résultats que tu as eus et les choses que tu as trouvées dans cet arme-là, ce qui t'a fait vibrer, que ce soit en compétition ou en dehors de la compétition. Ouais. Barbeau, je m'étais bien prise la tête, et donc j'avais pris l'arc-chasse pour plus m'amuser. Et en arc-chasse, j'avais eu de bons résultats. Et la première année, j'avais fini 2 fois championne de France en nature et en 3D en junior. Et la première médaille que j'avais eue, c'était une médaille d'or et que j'avais gagnée avec mon collègue de Montgiscard, qui lui aussi avait fini médaillé d'or. Et donc c'était une médaille qui vraiment on l'avait partagée avec le club entier, parce que Montgiscard est connu pour être un club de nature. Et vraiment, j'avais vraiment ressenti toute cette chaleur humaine et ce partage, et vraiment j'avais trouvé ça super chouette, et donc ça m'avait donné vraiment cette envie. Et ensuite, la deuxième médaille, donc ça a été en 3D, et là ça a été un véritable coup de foudre. J'avais adoré tout ce qui était 3D, et je me suis dit, vraiment j'ai envie d'aller plus loin. Ok. Et donc je m'étais surclassée en senior pour essayer de me qualifier pour les championnats d'Europe
qui se passait en Suède. Donc pour ça, il fallait être en senior. Et je m'étais donné un peu ce challenge, mais c'était plus un prétexte pour essayer de me surpasser et prendre D'accord. ça pour un prétexte. Voilà. Ok. Et du coup, tu parlais de ton club, ton ancien club plutôt, Montgiscard. Comment ça se fait que tu n'es plus dans ce club à l'heure actuelle, vu que c'est quand même ton club de cœur, tu en parles de façon très ouverte. Et du coup, tu n'es plus dans ce club-là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, ce qui a fait que tu aies changé de club? Ouais, même si je représente plus aujourd'hui Montgiscard, ça reste mon club de cœur. Ils m'ont toujours beaucoup soutenu. Et pour la petite anecdote, la première fois que je me suis sélectionnée en équipe de France, c'était un championnat d'Europe en Slovénie. Ils m'ont envoyé une photo où il y avait plusieurs membres du club. Il y avait un panneau, il y avait écrit « Allez Charlotte », etc. Enfin, c'était adorable. Et sinon, pourquoi j'ai changé? C'est parce que donc, j'avais fait cette première année en senior, où je m'étais surclassée. J'avais eu de bons résultats, mais j'avais pas réussi à me surclasser, à me qualifier pour l'équipe de France. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, on fera l'année prochaine. Le Covid est passé par là, et je me suis dit, ah mince, bon, tant pis, on va s'entraîner. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, quand même 2 ans où on s'entraîne. Et puis, l'arc-chasse, malheureusement, il n'y a pas trop de possibilités au-delà du 3D. Et j'avais un peu regardé qu'est-ce que faisaient les autres armes et j'avais vu que le barbeau était très polyvalent, que ça pouvait faire de la salle, du campagne, du nature, du TAE et je me suis dit ce serait quand même intéressant que j'essaye d'autres choses et donc soit je passais en longbow, soit je passais en arc-chasse et l'arc-chasse était plus en barbeau pardon et je me suis dit mais le barbeau c'est quand même une arme sœur face à l'arc-chasse, je vais faire ça durant le confinement pour pas tomber dans une sorte de routine. Oui. Et donc pour ça, il fallait, je cherchais quelqu'un qui pouvait m'entraîner et donc il y avait David Jackson qui était pas trop loin et il a dit bah écoute viens au club de l'Union et comme ça tu apprendras le barbeau. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée au club de l'Union. Et puis 2 ans plus tard, il y avait Daniel qui est un drama. Daniel Ramos du coup. Daniel Ramos qui demandait si j'étais intéressée pour représenter l'équipe pour son club donc durant les championnats de France. J'avais beaucoup hésité et au final je me suis dit bah écoute pourquoi pas, ce sera sympa de tirer avec Daniel avec qui je m'entends très bien. Et donc je suis partie par la suite représenter Grama pour l'équipe en tant que barbeau femme. D'accord. Donc du coup oui, une belle évolution aussi en termes de technique, en termes d'arc, passer de l'arc-chasse au barbeau et quand même le barbeau t'a amené sur les plus hauts, les plus hautes sphères de la compétition internationale. Est-ce que tu pourrais un petit peu justement nous parler de ta médaille? Parce que je le rappelle, tu es vice-championne du monde en double mixte. Et est-ce que tu voudrais bien un petit peu nous parler de ça? Ouais, avec plaisir. Donc, quand je suis passée en barbeau, donc je me suis entraînée et donc c'était encore la période Covid et donc c'était très compliqué. On savait pas s'il y avait des championnats qui allaient arriver et il fallait juste espérer que ça évolue. Et donc je continue à m'entraîner et puis les sélections sont arrivées. Et je me suis dit, écoute, quoi qu'il arrive, et je crois que j'avais 2 mois de barbeau en tant que de compétition. Ouais. Et je me suis dit, et j'avais pas un an de barbeau, et je me suis dit, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, ça peut être que du bonus, fais de ton mieux, amuse-toi, et voilà. Et à ma grande surprise, je finis non seulement première, parce qu'il y avait beaucoup de barbeaux femmes qui avaient un très bon niveau, etc. Et moi, je me suis dit, petit moi, je serais plus observatrice qu'autre chose. Et puis je finis première en passant les quotas et en faisant plus même que ce qui avait été demandé. Et je suis qualifiée. Et la grosse surprise, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Et je me suis dit, bon bah super, ça fait très longtemps que je cherche ça. Et donc je suis partie en Slovénie. Et donc j'ai vécu une super belle expérience, j'étais très bien accueillie, une super équipe. Et ensuite, la 2e année de barbeau a été plus compliquée parce que j'ai commencé mes études de master. Et là, je savais qu'à la fin de mon master, il y avait la question qu'est-ce que je faisais plus tard. Et là, il y avait les championnats du monde qui arrivaient. Et là, c'était vrai que les championnats du monde, ça me donnait très envie. Et il fallait que j'arrive à manager tout ça, plus le stage, etc. Et j'avoue que cette sélection-là, j'ai dû vraiment donner de ma personne. Parce que donc,
un peu plus de stress. Et puis à 1 mois des sélections, on vole ma cible parce que j'étais à Narbonne. Je pouvais pas tirer autant que je voulais. J'avais acheté une petite cible. On vole ma cible, donc je peux plus tirer à Narbonne. Donc je peux que tirer par exemple les week-ends. À 3 semaines, mes branches se pètent. Et là, je me retrouve avec des branches beaucoup moins puissantes. Je dois refaire tous mes réglages, etc. À 2 semaines, j'attrape le Covid. Et à 1 semaine, 2 autres personnes qui devaient partir avec moi attrapent le Covid et donc ils peuvent pas m'emmener et donc je dois trouver une solution pour partir aux sélections. Et je me rappelle que je regarde tout ça et je me dis mais c'est comme si la vie essayait de m'empêcher d'aller à ces sélections. Et dans ma tête je me suis dit s'ils ont choisi une personne à qui ça devait arriver, ils ont choisi la mauvaise personne. Et donc je suis partie et quand je suis arrivée aux sélections, j'étais juste tellement soulagée d'être là que je me suis dit franchement amuse-toi, je te demande rien de plus, juste de tirer tes flèches et de pas rendre la chose plus compliquée qu'elle l'est déjà. Et la dernière cible a été assez émotionnelle parce que je me rends compte que je suis à que 8 points pour faire le quota. Et là je me rappelle c'était un dodo et là je me dis te prends pas la tête, juste tire là. Elle arrive dans le 8, là je sais que je suis la seule à faire les quotas. Et ensuite de là, je pars pour les championnats du monde et où ça a été quand même assez compliqué ces championnats-là. Ok. Et du coup sur ces championnats compliqués, mais tu reviens quand même avec une médaille. Donc compliqué en individuel, mais tu as su quand même justement sur ce tir d'équipe avec David faire du beau tir et ramener une médaille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on fait son premier podium international? C'est vrai que j'ai pas répondu à la première question. C'est pas grave. Excuse-moi, mais oui, durant ces championnats, en fait j'étais la seule barbeau à partir et d'un seul coup je me suis dit oula, mais en fait, parce que la première on était 2. Ouais. Et donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une deuxième personne qui sera là. C'était avec Virginie en plus que j'apprécie beaucoup. Et là d'un seul coup je me dis, mais en fait tu peux pas faire d'erreur pour cette compétition-là. En plus, un championnat du monde. Premier parcours qui était assez technique, ça va. Et deuxième parcours, alors là, une pression que je n'ai jamais vécue. Et même tout le monde dans le peloton était stressé, on entendait beaucoup de paille, tout le monde était un peu flippé. J'ai très mal géré le deuxième parcours. Et je me rappelle qu'il y a même un moment, à moitié du parcours, je sais pas trop qu'est-ce que je fais là, et je commence à sentir que je n'arrive plus à viser et je comprends pas en fait ce qui se passe. Et donc je ressors de là complètement effondrée et surtout qu'il y avait une cible compliquée, c'était des birdies et je me suis trompée de birdie et je fais 2 doubles pailles. Ok. Et à partir de ce moment-là, je me dis oh, mais en fait pour l'équipe c'est foutu, pour le mix c'est foutu et je me suis dit mais si ça se trouve même individuellement je vais même pas réussir à me qualifier. Et je réussis quand même à finir cette compétition en finissant bien pour le coup, mais le moral complètement à zéro. Et quand je vois, donc j'étais 19e, et quand je vois que je suis qu'on qualifie l'équipe mixte avec David, là dans ma tête je me suis dit oh putain quoi, enfin il y a une chance que je puisse ramener une médaille, mais là clairement je n'ai jamais été moralement autant en question. Et il y a un moment je me suis dit la seule chose que tu peux faire c'est te faire confiance. Il faut que tu y crois parce que si toi tu n'es même pas capable d'y croire, comment est-ce que tu vas gagner cette médaille? Ouais. Et donc durant tout le long je me mettais le doute et au moment où je rentre faire les matchs avec David, je me suis dit 2 choses, il faut que je sois une bonne coéquipière et il faut qu'à chaque flèche tu y croives comme si ta vie en dépendait. Et c'est vrai que la dernière flèche, je prends un petit moment, mais je la tire et je vois que ça passe. Et je vois que je suis en finale avec David. Et donc ça, c'était quand même assez chouette, surtout qu'on a tiré contre les Suédois. Et ces 2 Suédois ont été vice-champions du monde. Oui. Contre David et Christine, et que j'avais vu au Canada. Et là, me retrouver en finale contre eux, en sachant que 3 ans auparavant, je les avais vus à la télé. J'avais trouvé ça un privilège et tout le stress avait un peu disparu et là j'avais vraiment repris, j'avais vraiment apprécié ce moment-là parce que je me suis dit c'est pas souvent que ça arrive donc profite du moment et on avait bien tiré mais les Suédois ont mieux tiré et
ça a été un beau spectacle à regarder, ouais. Ok. Et sinon, qu'est-ce qui te plaît dans le tir à l'arc? Pourquoi tu tires à l'arc? Alors ce qui me plaît, c'est que ça me remet en question. Ça me challenge en quelque sorte. Il y a des choses que je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment l'idée, enfin je me suis rendu compte à quel point j'étais au final vulnérable. Je pensais que j'étais pas aussi vulnérable, ou je me suis pas forcément rendu compte que j'étais aussi pas forte. C'est tu sais, quand tu continues et tu lâches rien, j'ai pas le mot en français là, mais qui ne lâche rien, mais Tenace. Oui, tenace, c'est pas exactement ça, mais bon, je pense que les gens comprennent. T'inquiète, c'est arrivé. Ah, t'inquiète. Et Ça sera même pas coupé au montage, c'est sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est d'abord ce que les archers pensent, après la qualité. Tu vois. Ouais. Donc t'inquiète pas. Bon, t'inquiète, non, écoute. Je fais en fonction du flow. Donc ça, j'avais bien aimé ça. J'ai beaucoup apprécié, notamment l'année dernière, la communauté. Ça, j'ai été vraiment surprise du soutien que je pouvais avoir, parce que cette année a été une année vraiment compliquée, notamment du retour des championnats du monde, et je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais ça, je dirais, se remettre toujours en question, parce qu'au final, t'as l'impression de comprendre quelque chose, et puis le lendemain, en fait, tu te rends compte que t'as rien compris, c'était pas du tout ça, donc ça te remet toujours en question, ça te force à rester humble. Et c'est ça ce que je trouve chouette, et quand même cette communauté qui est très bienveillante et qui te soutient et t'accompagne durant ta progression, même si c'est un sport qui reste individuel. Ok. Et ton plus beau moment de tir à l'arc? Mon plus bon moment, moi je dirais que c'était au championnat du monde. Donc c'était après cette médaille quand j'ai fini vice-championne du monde avec David. J'y croyais pas trop parce que j'étais 19e. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas terrible quand même, j'aimerais bien me prouver que cette médaille, c'est pas du vent, que ça n'a pas été un coup de bol, parce que clairement, quand je l'ai eue, je me suis dit, c'est un malentendu, je ne devrais pas être sur ce podium avec ces archers-là, il y a une erreur. Et là, je me suis dit, il faut absolument que tu te prouves que tu as tort, ou réussir à te prouver que tu peux y arriver. Et donc, je vais faire les duels, ce qui est mon tir préféré. Et donc on fait un premier match, puis on fait un deuxième match, puis un troisième match, puis un quatrième match. Et en fait, juste j'étais vraiment au moment présent, je tirais chaque flèche et je me rappelais dire, quoi qu'il arrive, quel que soit le tir, je serai toujours fière de moi. Et juste j'étais là avec mon arc, et c'est un peu comme si je me promenais. Et j'étais là, et puis non, vraiment un bien-être fou qui m'a presque surpris, parce que je me suis dit, au contraire, tu devrais être complètement stressé. Et c'est le dernier match, et c'est là où je me rends compte que si je gagne ce match, je finis avec les 4 barbeaux femmes. Et là, j'avais été un peu fatiguée, et j'ai perdu mon match. Et là, mais quand même, j'avais rien lâché, et même cette dernière flèche, quand même, je me suis dit, pour une fois, je pouvais sentir que j'étais fière de moi, parce que j'avais vraiment rien lâché. Et déjà pour ça, avec toute l'année que j'avais vécue, je me suis dit, tu peux quand même être fière de toi, et c'est quand même assez rare que j'ai ces moments où je suis fière de moi. Donc moi je dirais que ça a été un très bon moment. Ok. Est-ce que tu aimerais passer un petit message aux gens qui regardent ma chaîne YouTube, qui sont peut-être pas tout à fait les mêmes que sur ta chaîne YouTube? Ouais. Moi c'est un petit peu plus route, on va dire. Donc un message que tu voudrais transmettre pour eux, pour conclure cette vidéo? Si j'avais un petit message à dire, c'est qu'il faut savoir écouter. Vous pouvez suivre bien sûr des vidéos, je vais dire Robin c'est un super archer et en plus coach, donc ça c'est super, mais moi s'il y avait un message, c'est si jamais vous avez des passages difficiles, il faut savoir vous entourer de personnes qui sont bienveillantes, qu'il y ait un œil extérieur qui puisse vous remettre un peu en question sans pour autant vous démoraliser, et que c'est justement grâce à cette communauté et à ce groupe-là qu'on réussit petit à petit à continuer, même si c'est quand même dur. Et moi je pense que c'est cette énergie-là, qui me permet quand même d'avancer, même si chaque flèche est difficile. Et pour moi c'est de quoi je me nourris pour pouvoir avancer, faire de belles flèches. Je pensais pas que c'était le cas parce que j'étais quelqu'un d'assez individualiste, mais si j'avais un message, ce serait de rien lâcher et de pouvoir réussir à trouver une communauté qui nous pousse à aller de l'avant. Ok, merci beaucoup Charlotte pour ce témoignage. Pas de souci.
Merci à Pensez toi. tous à aller voir sa chaîne YouTube, elle sera dans la description. Elle a besoin de beaucoup d'abonnés, donc allez vous abonner. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce qu'il y a plus de vues que d'abonnés, donc ça serait bien que tout le monde s'abonne. Je fais un petit peu mon appel à l'abonnement. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à me mettre un petit commentaire, parce que ça m'aidera à être référencé un petit peu mieux sur YouTube. Et sur ce, on se dit à très vite sur Optrad Archerie. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très vite. Bye et à bientôt. À bientôt.